ensuite, le cinquième match, que à la base je pensais être l'avant-dernier, mais en fait non, il y a eu 7 matchs au lieu de 6. C'est Madcap Moss contre Happy Corbin dans un match sans disqualification. Du coup, on a les deux qui vont plus ou moins se battre, ils vont monter un peu sur le haut du ring. Ils vont redescendre, excusez-moi. Et à un moment, il y a même un moment, Baron Corbin il va feinter d'aller dans le public et tout, genre il va revenir. Bon, pour un match sans disqualification, ils n'ont pas beaucoup bougé, voilà, ils sont restés quand même au niveau du ring. Puis ils n'ont pas utilisé grand chose comme objet, encore une fois pour un match sans disqualification, quoi. On a Corbin qui va teaser la sortie d'une table, qui au final ne sortira jamais. Je vous le spoil tout de suite, mais elle ne sortira jamais. Pas de table, ça aurait été très cool, mais il n'y a pas de table. Ensuite, on a Corbin qui va frapper Madcap Moss avec une chaise, et ça va être le premier à utiliser une arme. Puis ensuite, on a quelques-unes qui vont être utilisées à droite à gauche, où on va allez hop, je te balance dans les escaliers. Putain, pour un match censé être hardcore, entre guillemets, hein, que j'ai encore une fois sans disqualification, tu peux utiliser absolument tout ce que tu veux. C'est quand même très léger. Bref, le match il va se terminer. Ah si, il y a quand même un petit truc sympa avec Baron Corbin qui va mettre une chaise autour du cou de Madcap Moss et qui va le jeter contre la table de commentateurs. C'était assez sympa, ça rappelait le fait qu'il avait déjà des problèmes au niveau du cou. Mais au final, c'est quand même Madcap Moss qui va avoir le dernier mot, puisqu'il va mettre une chaise autour du cou de Baron Corbin, il va prendre les escaliers comme il voulait le faire à Raw, si je dis pas de bêtises, ou qu'il avait été arrêté, et là il va carrément frapper sur la chaise, donc techniquement censé asphyxier Corbin, et du coup il fait tomber 1, 2, 3, hop, Madcap Moss vainqueur. Voilà, première victoire sous son nouveau costume. Enfin, personnage. Enfin, pas vraiment personnage, qui est toujours Madcap Moss, mais c'est juste qu'il est plus drôle. Il est aimé par la foule, très adoré par la foule. Du coup, j'ai mis un 2 sur 5, parce que le match était pas foufou, c'était sympa, mais c'était pas foufou. Et surtout, pour un match sans disqualification, on s'attend à des trucs de fou, quoi. On s'attend à ce qu'il y ait des objets qui soient utilisés. En général, quand il y a des teasings d'objets comme ça, en général, c'est parce que l'objet va être utilisé plus tard, sauf que là, on tease une table, mais au final, il n'y a pas de table. Bref, c'était vraiment pas terrible. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, c'est assez normal. C'est le genre de match que tu peux sacrifier juste avant le main event, sauf que c'était pas le main event. Voilà. Ensuite, on a le 6e match qui est celui de Austin Theory contre Mustafa Ali pour le titre des États-Unis détenu par Austin Theory. Du coup, pareil, j'ai pas noté grand chose, mais j'ai noté un magnifique crossbody de Ali depuis la 3e corde vers l'extérieur du ring sur Austin Theory. Et pour ceux qui ne sauraient pas, pour ceux qui ne sauraient pas, un crossbody, c'est quand tu es là, tu es en hauteur, tu sautes et en fait t'atterris comme ça sur l'autre, quoi. C'est plutôt sympa, et surtout quand tu le fais d'aussi haut et tout, c'est encore plus impressionnant. Ensuite, j'ai mis petit enchaînement sympa de Ali, donc ce moment où il fait la roulade pour rentrer à l'intérieur du ring et qu'ensuite il fait une sorte de neckbreaker. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a un DDT de Ali depuis la 2e corde dans le coin, un peu comme Liv Morgan avait fait plus tôt. Ali va même placer le STF, donc la prise de soumission de John Cena sur Austin Theory, parce que bon, Austin ne va pas abandonner. Ali va également réussir un magnifique DDT. Mais qui était incroyable, genre il commence et puis il commence à tourner autour du corps de l'autre, un peu comme quand tu fais un ciseau de tête où ça s'est fini en DDT, c'était magnifique à voir, bref. Et au final c'est Austin Theory qui va réussir à gagner. Alors je sais plus vraiment comment ça se passe, mais il va réussir à placer à un moment donné son finisher et à remporter la victoire. Ah oui, c'est ça. Ali va en fait faire, alors je pense qu'il a dû faire une sorte de 360, donc c'est qu'on fait plusieurs tours avant d'atterrir en splash, sauf que forcément Austin Theory va l'esquiver
mettre son finisher et du coup remporter le match. Du coup, je l'ai noté 2 sur 5 parce que déjà le match en lui-même il n'est pas non plus extraordinaire, il y a des très bons trucs de la part de Ali, mais à part ça le match c'est pas non plus la plus grosse folie. Et en plus c'est vrai qu'on a avec deux catcheurs qui sont entre guillemets, c'est de la mid-card quoi, on les voit très peu, c'est assez peu intéressant, même si encore une fois Ali est un très bon catcheur. Aussi de théorie j'ai encore un peu de mal, mais bon voilà. Et voilà, pour moi ça méritait pas plus qu'un 2 sur 5. Voilà. Et du coup on va passer au main event. Le main event qui est Cody Rhodes contre Seth Rollins dans un match Hell in a Cell. Oui, enfin, on est à Hell in a Cell et on n'a qu'un seul match Hell in a Cell pour le main event. C'est n'importe quoi. Du coup, on commence avec Cody Rhodes. Les mecs ils arrivent, mais on voit que Cody Rhodes relève sa veste du côté droit. Donc de ce côté-là, il a une énorme marque à moitié rouge-violette, tout dégueulasse. Et pareil, ça rentre un peu dans le bras. C'est horrible. Le mec il arrive, il est à moitié blessé carrément. Du coup, on a un moment où Cody Rhodes va céder des cordes pour placer une sorte de RKO. Alors, c'est un truc qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, en fait, il saute dans les cordes et en fait, en repartant en arrière, il attrape la tête. Ça fait une sorte de RKO. Voilà, de bulldog. Non, le bulldog, c'est quand tu l'attrapes par derrière et que là. Donc, ouais, donc, ça ressemble à un RKO, quoi, ce qu'il fait, quoi. En sachant qu'en plus, c'est un ancien disciple de Randy Orton, c'est assez marrant. On va même Cody Rhodes qui va faire la prise en 4 de Ric Flair, Charlotte Flair, sauf que Seth Rollins va se servir dans un kendo stick pour s'en sortir, ce qui est pas idiot, parce que comme il n'y a pas de disqualification dans ce genre de match, même en étant dans les cordes, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est traîné jusqu'au bord du ring, il a chopé un objet, et paf, il le frappe dans ses blessures, et forcément le mec il va lâcher. Seth Rollins, comme je disais, il va pas hésiter à frapper dans les bleus. Alors il va mettre quelques coups dedans, mais il va quand même faire très attention. Il y a des moments où il prend le truc et puis il l'appuie. Et du coup, on a Cody Rhodes qui hurle et tout. Sauf que quand on regarde bien, en fait, il appuie pas sur la plaie en elle-même. Il appuie, sur la plaie, sur les bleus en lui-même, mais vraiment sur le bord de la plaie. Il va le faire une fois au niveau du torse et au niveau du bras, c'est pareil, il va le faire aussi une fois à l'extérieur du ring, mais à côté du bleu et pas réellement sur le bleu. Bon, par contre, il y a quand même quelques coups qui vont être mis dans les bleus, ça on peut pas le nier. Mais on va dire que Seth Rollins a quand même fait un minimum attention à son adversaire. Un peu plus tard, Seth Rollins il va même récupérer la veste de Cody Rhodes, qui lui va plutôt bien honnêtement. Et il va récupérer également une ceinture avec laquelle il va s'amuser à fouetter Cody Rhodes. Et ça rappelle beaucoup un angle qu'il y a eu à la AEW, ça doit faire sûrement un peu plus d'un an maintenant, où du coup MJF devait mettre 10 coups de ceinture à Cody Rhodes. Et du coup on retrouve un peu ce genre de move où Cody Rhodes se prend des coups de ceinture par quelqu'un. Ensuite on a Cody Rhodes qui va esquiver un splash de Rollins qui va du coup se détruire tout seul contre une table, du coup il va détruire la table avec son corps. Ensuite Cody Rhodes il va sortir une corde avec une cloche au milieu et en fait il va s'attacher avec. Et il va dire à Cody Rhodes, à Seth Rollins, vas-y, attache-toi mec. Et du coup, Seth Rollins il s'attache, et les deux vont commencer à rentrer dans une sorte de strap match. C'est sympa, on leur demande rien, mais ils commencent à le faire eux-mêmes. Ce qui était quand même plutôt sympa. Et Cody Rhodes va réussir à placer un coup de la cloche dans la face de Seth Rollins, mais il ne réussira pas à gagner de cette manière-là. Cody Rhodes va même placer le Crossroads, donc son finisher, donc qui consiste à avoir l'autre sous le bras avec la tête vers le haut et en fait à juste tourner afin que la tête atterrisse face au sol. Voilà. Et c'est plutôt sympa comme finisher honnêtement. Du coup il va le faire sauf que ça suffit pas. Seth Rollins va réussir à faire une belle powerbomb à Cody Rhodes à travers une table qui était placée dans le coin du ring, ce qui était vraiment stylé. Cody Rhodes lui va réussir à placer le pedigree sur Seth Rollins alors que c'est censé être le finisher de Seth Rollins, même si là
On a quand même des gros clins d'œil à Triple H, puisqu'on a la sorte de grosse massue de Triple H que Seth Rollins va sortir d'en dessous du ring, plus le pedigree qui apparaît. Donc voilà, des petits clins d'œil à Triple H. On a Seth Rollins qui va réussir à placer le stomp en se faisant poursuivre par Cody Rhodes qui a la massue en remontant. Forcément, comme tu as un avantage quand tu montes le premier, tant que l'autre il monte, boum, il fout le stomp, mais ça ne suffit pas à gagner le match. Ensuite, assez amusant, c'est qu'on a Seth Rollins qui va placer le Crossroads sur Cody Rhodes qui va se rouler quasiment au sto, qui va le faire à Seth Rollins, mais ça ne suffit pas. Et au final, Cody Rhodes a une très bonne idée pour en terminer avec Seth Rollins, c'est qu'il va enchaîner 2 Crossroads d'affilée. Il va prendre le Slapjammer, donc la massue, et il va en mettre un bon coup dans la tête de Seth Rollins en courant. Et du coup, bon là, Seth Rollins il est complètement KO. Et du coup, victoire de Cody Rhodes après un petit tombé. Du coup, celui-là, j'ai noté 4 sur 5. C'est vrai que le début était quand même un petit peu long et tout à démarrer, sauf qu'après, c'était vraiment génial. Il y a quand même eu quelques petits objets qui ont été utilisés. En plus, pas les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans les matchs précédents pour ceux qui ont pu utiliser des objets. Donc c'était plutôt cool. Le fait d'un coup de passer à moitié en strap match, c'était vraiment cool aussi. En plus, le fait que Cody Rhodes il gagne, alors moi je vous avoue que je suis team Seth Rollins, Cody Rhodes c'est pas vraiment un catcheur que j'aime énormément, mais j'avoue que ce qui est assez intéressant dans ce match, c'est que quand on voit la blessure de Cody Rhodes, qu'en plus c'est pas fake, qu'il aurait très bien pu faire un maquillage très réaliste et qui joue une blessure et tout ça, et que des fois on voit qu'on puisse se dire que bah tiens c'est une fausse blessure, parce que non, sa blessure est vraiment réelle. Le mec a quand même fait un match d'au moins 20-30 minutes avec une vraie blessure en se prenant des coups dedans et tout, ça devait être hyper douloureux. Donc vraiment sa performance elle est vraiment incroyable, mais surtout dans l'état qu'il est, on se dit, moi honnêtement c'est ce que je me suis dit ça y est, Seth Rollins il va l'avoir sa victoire. Et en plus il va l'avoir tranquille, et puis il y aura sûrement un rematch parce que Cody Rhodes il dira oui mais tu as gagné mais j'étais blessé donc j'étais pas à fond. Alors que là, même blessé, Cody Rhodes il arrive à remporter la victoire. Donc j'espère que la storyline sera terminée entre les deux. Mais j'avoue que franchement c'était plutôt un très bon match. Voilà, même si je pense que le début est un peu longué, mais ensuite on est sur du très bon match. Voilà. Du coup c'était Hell in a Cell 2022, c'était voilà, sympa mais sans plus, hein. Comme vous avez vu, la plupart des matchs sont à peine à la moyenne ou en dessous de la moyenne, quoi. Il y a que il y a que l'opener et main event qui sont au-dessus de la moyenne. Sur 7 matchs, ça en fait que 2 au-dessus de la moyenne, ça fait pas beaucoup. Mais en même temps, c'est vrai que la plupart des matchs étaient juste sympathiques. Mais pas non plus extraordinaires comme le main event. Bref, on va arrêter la vidéo là. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous êtes nouveau, que vous passez par là, que vous aimez le catch, n'hésitez pas à venir vous abonner. Et très prochainement, je vais faire une vidéo sur le dernier pay-per-view de NXT, donc qui est sorti juste avant Hell in a Cell. Donc je vais le rattraper. Je ne sais pas encore quand. Je pense au moment où vous verrez cette vidéo. Je pense que je le rattraperai à ce moment-là. Comme ça, vous l'aurez sûrement la vidéo un peu plus tard dans la semaine. Ça pourrait être sympa. Voilà, parce que en même temps ça me permettra de me remettre à jour sur les nouvelles têtes de NXT, voir un peu ce qui s'y passe. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show Hell in a Cell. Allez, ciao les Anakilypsiens.